Quel incroyable lancement. Adrien, est-ce que tu veux nous Ah, en c'est dire un savoir-faire, J'étais hein. pas prêt du tout pour ça. J'étais perdu dans la chaleur de lycée Cyrano, dans mon lit douillet et confortable. Et là, je suis projeté à terre dans la boue, Dans le froid, dans en la sous-vêtements. froid, en sous-vêtements. Là, je suis à poil. Là. Voilà ce que tu nous as fait vivre, Adrien. C'est ça que tu nous as fait vivre. Bah oui. Moi, j'ai choisi de parler de la nuit, de Drouillet. Changement d'ambiance. Il faut s'être un petit peu mouiller la nuque. N'enchaînez pas, je répète, n'enchaînez pas Ulysses Cyrano avec la nuit. Faites éventuellement la nuit et Ulysses Cyrano pour Alors, vous remettre derrière. à titre personnel, ça a été mon ordre. Ça t'a fait du bien, non, un peu? Ouais, c'est... Wow. C'est ça, il faut se mouiller la nuque, il faut être prêt, tu vois. La nuit, comment qu'on dit? Moi, je vais commencer par une question un petit peu. Ici, autour de cette table-là, dans une de nos multiples vies, on est tous des auteurs à notre façon, on écrit tous un petit peu. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours un petit peu une grande problématique, c'est comment choisir un titre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas évident. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à dire dans un titre? Est-ce qu'on cherche à représenter l'œuvre? Est-ce qu'on veut interroger? Est-ce qu'on veut accrocher? Qu'est-ce qu'on essaie de faire exactement? On va partir du titre de la BD et après on va imaginer ce que pourraient être d'autres titres pour cette BD et on va essayer un petit peu d'analyser cette BD de cette façon-là. On va essayer de la comprendre un petit peu. On va y C'est aller tout ludique. doucement. Voilà. Prenez ma main, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. La nuit. La nuit déjà, c'est sûr que c'est un petit peu pessimiste. En tout cas, c'est a priori un petit peu sombre, ça peut être effrayant, ça peut être triste, ça peut être tout ce qu'on veut. Et c'est une impression qui est assez vite confirmée dès qu'on ouvre la BD, tout Je pense simplement. en 1 ou 2 pages. Ouais, en une, hein, en une. Non, parce que la première, on ne se méfie pas forcément. C'est-à-dire qu'on tombe sur la photo d'une très belle femme, mais on comprend tout de suite qu'il y a probablement un problème. Et ensuite, on tourne la page et là, on tombe sur ce qu'on va appeler une introduction ou une préface directement de l'auteur qui fait partie intégrante De l'œuvre. Dans cette préface, on comprend assez vite que la BD, en fait, sera un hommage à la jeune femme qu'on a vue en première page qui est disparue. On comprend très très vite dans les premières lignes que cette jeune femme qu'on voit, c'est la femme de l'auteur et que cette femme est décédée. Et que non seulement la BD va être un hommage en fait à cette femme, mais que l'auteur, en l'occurrence Philippe Drouillet, est très énervé. C'est-à-dire que là, dans ces quelques lignes, c'est un peu au vitriol. Le corps médical est passé au lance-flamme. Il y a beaucoup de détresse, beaucoup d'amour aussi. C'est-à-dire qu'à lire, c'est même un petit peu étonnant. On comprend tout de suite qu'on est sur le terrain très personnel, tout de suite. C'est une vraie mise à nu. Il y a une mise à nu. On ne peut qu'intégrer le fait que cette BD est écrite par quelqu'un qui s'appelle Philippe Drouillet. Donc ça me paraît important un petit peu de présenter très rapidement le personnage pour comprendre, parce que je pense que la porte du personnel et de la vie privée, elle est ouverte en fait dès cette première page-là. Donc on peut y aller pour justement essayer de comprendre un petit peu. On comprend très vite que Drouillet, non seulement il a fait une BD qui s'appelle La Nuit, mais il est né dans la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, il est né en 1944, Philippe Drouillet. Et ses parents ont décidé de l'appeler Philippe pour une raison très particulière. Ils ont décidé de faire un hommage à un autre Philippe. Et le Philippe auquel ils voulaient rendre hommage, c'était un certain Philippe Henriot. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les amis? Non. Philippe Henriot était le ministre de la propagande sous le gouvernement de Vichy. Ah mince. Alors, si tu veux, il y a des collaborateurs avec un C minuscule. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, voilà, la collaboration. On a c'était fermé les yeux. une petite dénonciation, mais allez, on peut passer à autre chose derrière. Et puis, il y a le collaborateur avec un C majuscule, si tu veux. Bon, lui, c'est plutôt cette catégorie-là. Donc, il a été, en fait, si tu veux, baptisé Philippe en hommage, parce que le jour de sa naissance, c'est le jour où Philippe Henriot a été tué par des résistants, Ah oui. en 1944. Donc ses parents étaient des collaborateurs absolus. Ils ont fui en Allemagne quand l'invasion alliée a commencé, si tu veux. Donc là, pareil, on est quand même dans un milieu familial plus que compliqué. Petite anecdote, après sa naissance, apparemment, il a été soigné par un certain Céline, l'auteur de Voyage au bout de la nuit, celui-là même, antisémite notoire. ok. Ouais. On appréciera l'ironie, Voyage au bout de la nuit. Il commence par la nuit, tout termine par la nuit. Voilà. C'est un dessinateur autodidacte qui s'est très vite éloigné de son héritage familial, spécialiste de SF. C'est vraiment là-dedans en fait qui s'est le plus développé. Alors c'est une SF un peu particulière, il y a les SF un petit peu plus classiques avec la série d'Elon Sloan. Après, il a pu écrire, il a fait aussi d'autres BD comme Salambo, etc., qui sont des relectures de Flaubert, mais qui ont quand même une charge de science-fiction quand même assez forte. En tout cas, il y a un visuel extrêmement important. Drouillet, c'est un petit peu devenu un pape en fait de la nouvelle vague de la science-fiction française, notamment vague marquée par Métal Hurlant, parce que en 74, quand Métal Hurlant a été créé, lui il a quitté Pilote. En fait, il fait partie des auteurs comme Giraud qui ont quitté Pilote en fait pour rejoindre Métal Hurlant et pour même le co-créer. Il fait partie des 4 créateurs de Métal Hurlant, dont aujourd'hui il n'y a plus que 2 qui sont encore en vie, donc Dionné et lui, Jean Giraud et Farkas étant décédés.
depuis un petit moment maintenant. Et donc, voilà, c'est un auteur de BD, de science-fiction, 74, co-créateur de Métal Hurlant. C'est une des figures montantes, même de la science-fiction. Vous avez déjà forcément vu l'un de ses dessins sans savoir que c'était lui. Ouais, exactement, c'est obligatoire. Pour la petite anecdote aussi, c'est lui qui a fait l'affiche de La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, qui est une affiche Ouais. qui est un peu connue, qui est dessinée, effectivement, mais qui est un petit peu abstraite, etc. Simplement, donc en 76, Nicole, sa femme, décède des suites d'une très longue maladie. Donc c'est là où moi je vais vous proposer un deuxième titre pour cette BD. Deuxième titre, c'est Le Cri. Alors pourquoi est-ce que j'ai pensé en fait à cette histoire de cri? C'est que bizarrement, pendant que je lisais la nuit, à chaque fois que j'y pensais, je l'appelais dans ma tête Le Cri. Peut-être que c'est dû à la couverture qui me rappelle un petit peu le cri de Munch. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça aurait pu être tout à fait un excellent titre aussi pour cette BD, tout simplement parce que cette BD, c'est un cri. C'est rien de plus. C'est Oui. une pulsion de mort mise en image, en fait, simplement. Je vais raconter l'histoire très rapidement. C'est le personnage de Haynes, comme le ketchup, qui en fait est à la tête d'une bande de motards. Et en fait, ils sont à la recherche de ce qu'ils appellent le dépôt bleu. En fait, c'est l'endroit où sera la source de la drogue. En fait, ils cherchent une drogue au milieu d'un monde anarchique, complètement dégénéré. Là, on est au-delà du post-apo. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le post-apo et c'est le post-post-apo. Là, si tu veux. C'est après le cataclysme. Jusque en dans fait. le langage. Ah oui, là, on est au-dessus de tout. C'est-à-dire que là, le langage est même reconstruit. Il y a quelque chose d'extrêmement dur dans tous les personnages. Là, il n'y a plus d'humanité. On a affaire, en fait, à des espèces de bandes complètement dégénérées qui ne sont qu'à la recherche Que de l'instinct. que de l'instinct. C'est des forces pures qui se déversent de tous les côtés. Il ne faut pas chercher surtout à essayer de s'identifier à n'importe quoi ou à le moindre personnage dans cette BD. On n'est pas du tout là-dessus. Ça, c'est l'histoire, en fait. Au niveau du style, très vite, on comprend le truc. C'est-à-dire que le découpage, il est complètement... Mais ça, c'est un petit peu la marque de fabrique de Druillet. C'est vraiment un style qu'il a poussé assez fort. Mais ça saute au visage immédiatement. Il n'y a pas de découpage classique dans cette BD. C'est-à-dire qu'en gros, le concept même de case explose complètement. On a c'est des tables. Il faut penser presque ça en termes de tableaux. C'est-à-dire qu'on ouvre, on a des espèces de panoramas parfois, mais gigantesques sur des doubles pages. Moi, ça m'a fait Avec penser à des des vitraux. Ouais, avec des vitraux exactement, avec des centaines de personnages qui se déplacent. Et il y a un mouvement en fait qui est constant dans la BD, dans le dessin, même dans le trait. Les couleurs, elles sont sombres, elles sont hyper agressives. Toute la BD, quand on la tourne, c'est comme une espèce d'immense fuite en avant. En fait, quand on regarde les visuels, que ce soit des petites ou des grandes cases, on a du mal à parfois discerner les contours, les limites. Il y a quelque chose en soi de très Lovecraftien, pour parler de l'auteur Howard Philip Lovecraft, de l'indicible, de quelque chose qui dépasse l'entendement humain, juste parfois dans certaines représentations, dans parfois une abondance de traits ou de détails, puisque c'est vraiment des œuvres d'art. Moi, je les ai vécues vraiment comme des vitraux, même les plus petites cases. Complètement. Et en fait, il faut pas trop essayer de s'attacher à l'idée d'histoire. Surtout quand on lit en fait cette BD-là, on comprend assez vite que l'histoire est un prétexte global, c'est-à-dire qu'il a peut-être fallu à un moment donner un sens même au dessin, aux pulsions, aux envies en fait qu'il y avait de coucher des choses sur l'image, mais qui viennent de zones extrêmement sombres de la psyché humaine. C'est-à-dire que là vraiment, c'est là où je retrouve un petit peu le côté Lovecraftien que tu décris. C'est qu'effectivement, il y a quelque chose justement d'exprimer l'indicible. Bon, l'indicible, c'est ce que je dis, c'est ce cri de douleur en fait qui est lié à la perte de sa femme. Ça fait que quand on le lit, sincèrement, c'est pas une BD, c'est un coup de poing. Hein, quoi. C'est pas vraiment des pages. C'est un petit peu des brosses abrasives quoi, qui viennent vous frotter en fait les yeux, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, on la lit pas vraiment cette BD. En fait, on se fait décaper la gueule. Quoi. On l'a On est un subi. petit voilà, exactement. Donc c'est une lecture qui est presque un petit peu violente. Faut faire attention, ça brûle. Faites attention, vous la rangez dans votre bibliothèque. Elle pourrait attaquer d'autres BD à côté d'elle. Méfiez-vous, la colère se répand dans chacune des pages. Et puis même ce côté âpre, on l'a aussi dans le... On parlait justement des discours, de la langue qui est reformulée, qui est simplifiée, qui est mâchée par les personnages, qui justement, il faut essayer d'un peu comprendre, déchiffrer ce qu'ils disent. Il y a quelque chose justement d'abrasif là Parce aussi. que justement, les personnages ne sont aussi eux-mêmes que en fait des symboles, de l'énergie pure. En fait, ils représentent un ressentiment, une envie, des pulsions, des instincts. Ils ne sont pas des personnages en soi. Quoi. On est vraiment sur un récit qui a quelque chose de métaphorique, mais qui est en même temps une espèce de cadre de monde apocalyptique. Mais en fait, c'est une métaphore intérieure et c'est à mon avis l'apocalypse intérieure que ressentait Druillet à ce moment-là. Et ça me fait un petit peu débarquer sur le troisième titre que je proposerai pour cette BD, c'est Le Silence.
Pourquoi le silence ? Parce que je pense que c'est le silence un petit peu, ça c'est le nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on la lit, la noirceur est presque difficile à accepter parce qu'en fait, on se demande mais comment juger en fait une œuvre comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, même les codes en fait sur lesquels on pourrait juger une BD, d'un seul coup, n'ont plus vraiment de sens. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais du mal à vous parler même de l'incohérence de l'histoire ou du fait que l'histoire en fait a vaguement un début, a une fin effectivement, mais enfin, il n'y a pas de narration en fait en elle-même. J'ai du mal à même juger le dessin parce qu'en fait, je sens la main tremblante en fait quand il dessinait ça. À mon avis, pendant de très 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 longues nuits, probablement même colisées ou en tout cas, il n'était pas seul dans sa tête quand il les a fait. Parce que je pense qu'il était dans une espèce de moment de douleur incroyable et que c'était un palliatif comme un autre. C'est-à-dire que vraiment, on accompagne quelqu'un qui fait son travail de deuil et qui est encore au stade de la colère et qui essaie juste de l'exprimer et de la mettre sur page. Il n'y a aucune volonté en fait d'universaliser vraiment le propos. Il y a des images, des photos même de sa femme qui sont intégrées à l'intérieur même du dessin, qui dans des planches. Ça fait que je les trouve magnifiques parce que justement, elle est là. Alors, en plus, sa femme en l'occurrence, elle a été très très belle. Je trouve que c'est vraiment des très belles photos comme ça qui sont colorisées par lui, qui sont posées au milieu comme ça d'un monde apocalyptique, d'une douleur. Donc là, on est vraiment, encore une fois, dans une mise en image voilà, de la psyché, du cerveau de quelqu'un, de tout ce qui se passe dans son esprit. Et donc ça, c'est compliqué. Donc il y a zéro tentative d'universalisation. C'est vraiment le récit personnel par excellence sur son travail de deuil. Pour donner du sens, je propose mon dernier titre potentiel pour cette BD. Et le titre, ça va être La Lumière. Ce que je trouve particulièrement touchant, en fait, c'est qu'en l'occurrence, la fin, elle est à la fois sombre. C'est-à-dire qu'en fait, la fin, elle se termine par une espèce d'annihilation totale, vraiment une fin complète. Mais la fin complète, elle est lumineuse. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, ce qui s'arrête, c'est la douleur, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, il y a une espèce de feu purificateur qui vient arrêter le bruit, la musique qu'on imagine, en fait, constante. Quand on le lit, cette BD, on entend des bruits de machines, quelque chose de mécanique, de fer qui vient se frapper aux oreilles, sans faire mal à la tête, quoi. Et uniquement, en fait, par le dessin. Et d'un seul coup, il y a cette espèce de nappe blanche qui arrive à la toute fin, qui purifie tout. Et c'est le silence le plus complet. Le silence dans la lumière. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a énormément d'auteurs qui ont besoin, très souvent, de faire une œuvre justement pour eux, complètement pour eux, ultra personnelle. Comme pour libérer le passage, pour débloquer quelque chose, pour que le reste puisse exister, il y a besoin de sortir quelque chose de la route d'abord. Alors là, en l'occurrence, malheureusement, c'est pas comme on peut imaginer. Moi, je sais pas, quelqu'un qui a une histoire depuis qu'il est adolescent et qui rêve de raconter, il a besoin de le faire. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est ce qui arrive après. Là, malheureusement, lui, ça arrive vriller sur quelque chose de complètement tragique. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose, s'il n'expurge pas en fait ça, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer l'aurait bloqué toute sa vie. Même si, à mon avis, c'est des deuils dont on se remet jamais, mais artistiquement, en tout cas, on sent que c'est un geste qui est un pur geste de libération. Et moi, je trouve que justement, à la fois, c'est une BD qui est vraiment sombre, mais je trouve que dans ces dernières pages, justement, il y a quelque chose de positif. En fait. Je trouve qu'il mène vers quelque chose d'autre, que je trouve vraiment, vraiment touchant. Parce que derrière, c'est vraiment devenu le pape de la science-fiction française. Hein. Là, pour le coup, Drouillet, c'est vraiment un nom connu et reconnu. Voilà, aussi. exactement, à l'international. C'est quand même quelqu'un de très, très important. Et donc, voilà, la nuit, c'est vraiment un petit peu la fin comme un commencement. C'est aussi la mort comme... vraiment la mort dans laquelle on plonge, mais qui peut aussi fonctionner comme une forme de renaissance, quoi. Et donc, c'est aussi savoir dire que, voilà, après le pire vient peut-être le plus intéressant. En tout cas, il est possible. En tout cas, il y a une échappatoire. On ne reste pas enfermé dans ce deuil, dans quelque chose qui pourrait justement être très, très dépressif à lire si on restait là-dessus jusqu'à la fin. Et je trouve que là, c'est pas le cas du tout. Et donc, La Nuit, pour terminer, moi, je pense que c'est par rapport à son auteur, c'est un petit peu comme un Big Bang. Mais dans le sens où, au début du Big Bang, vous savez, on raconte que l'univers était compressé, en fait, sur... toute petite taille. Mais en fait, à l'intérieur de cette petite taille, il y avait déjà tout l'univers qui était écrit, en fait. Il ne demandait juste qu'à exploser et à exister. Donc, en fait, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est La Nuit, c'est court, c'est très rapide à lire. Il y a déjà tout ce qui va faire ce que va devenir Drouillet après, et ce qu'il était peut-être déjà même avant. Mais c'est pas encore développé pleinement. Et il y a besoin d'avoir cette explosion pour justement libérer le reste de l'univers. Donc, parce que le plus intéressant, c'est ce qui arrive après, c'est après la suite, et c'est la vie en général, quoi. Et c'est comment réapprendre à vivre dans une BD. Donc c'est intéressant, ces œuvres qui sont comme ça extrêmement personnelles, qui sortent un petit peu du cadre de la narration, qui sortent du cadre de la BD classique. Et parce que je trouve que c'est aussi un hommage au médium en général de la BD. C'est le genre d'œuvre, je trouve, qu'il a la place à la hauteur de la chanson, de l'opéra, du film, du roman, de tout, et qui vraiment place en fait cet art-là, à mon avis, à un niveau très très haut. Pas nécessairement pour les qualités intrinsèques de l'œuvre, mais pour ce que ça dit de ce qui est possible de faire à travers celle-ci, quoi.
Voilà. Moi, je l'ai vraiment lu comme une BD hôtel, avec ce qu'elle a d'un hôtel religieux, d'un hôtel de recueillement. Donc quelque chose qui célèbre la mort, mais célèbre aussi quelque chose qui vient après, une libération. C'est pour ça que moi aussi, j'ai vu aussi beaucoup de vitraux dans cette façon de construire, déconstruire le cadre, d'avoir des sens de lecture qui sont, j'ai l'impression, propres à chaque lecteur. Mais ce que je trouve Parfois, il faut même tourner la BD pour lire dans le Exactement. bon sens et tout. Ouais. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que justement ce message écrit en début, cette préface, où on sent toute la douleur de l'auteur, pour moi, elle est intrinsèquement liée à l'œuvre. C'est-à-dire que pour moi, ce serait vraiment c'est un crime innommable de ne pas ajouter cette préface, parce que ça nous donne une réelle clé. Mais aussi, je trouve qu'il y a quelque chose que Drouillet a réussi à faire qui n'est pas forcément évident. C'est-à-dire que, oui, avoir une œuvre qui permet d'évacuer une certaine tristesse, une souffrance. Ça, beaucoup l'ont fait, mais avec une telle sincérité, un tel débordement où en fait on sent l'intangible, on sent l'innommable, et c'est dur parfois de mettre des mots sur une douleur, c'est sur un deuil, et visuellement il y a ça. Parce qu'il faut savoir que c'est une BD qui regorge de détails, qui est surdessinée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traits. Ça vient corroborer ce que tu disais sur le bruit, sur ce tintamarre, sur cette foule de personnages. À la lecture, il y a quelque chose de très humble à lire une BD comme ça, parce qu'on sent que cette souffrance-là, même si c'est pas une souffrance qu'on a pu partager, la douleur est tellement forte qu'elle vient sortir du corps, qu'elle vient se recueillir justement dans une BD qui est extrêmement impressionnante par son audace et sa radicalité. Moi, je suis très intéressé par l'analyse que tu en fais parce que je n'arrivais pas à me fixer sur la fin. J'aime bien le sens que tu lui donnes. Je pense que c'est le sens qu'il veut lui donner aussi. Mais je n'avais pas cette note d'espoir que tu relèves à la fin. Pour moi, le silence, le blanc de finale était la fin de tout. C'est qu'en fait, il n'y a plus rien une fois qu'il n'y a plus l'être aimé, tu vois. Je n'y voyais pas du tout un message positif. Du coup, j'aime bien ta lecture, ce qui me fait reconsidérer un petit peu ce que j'ai lu, tu vois. Je me dis qu'en fait, je me dis que ouais, je suis peut-être passé à côté, tu vois, j'ai peut-être mal compris. Après, je te rejoins complètement sur l'énervement, la vivacité, le côté exceptionnel de cette œuvre. Et je trouve juste, on n'a pas précisé un truc, mais c'est un côté très image d'Épinal. Les images justement où il y a sa femme, elle est mise en avant comme la Sainte Vierge dans un vitrail. Vous parliez de vitrage, mais parce que justement, il y a ce côté très, très mise en scène, très, très Vierge Marie au milieu de J'aime bien toutes le ces terme couleurs. d'hôtel que tu Ouais. utilises. Je trouve que c'est assez Ça juste. marche bien. C'est tout à fait adapté. Mais c'est une œuvre vraiment difficile. Je reprécise parce que quand je l'ai attaqué, j'ai eu du mal à tourner les pages. Je trouvais, moi, la préface m'a calmé direct, honnêtement. Je me suis dit, ok, d'accord, en fait, c'est vraiment l'œuvre de quelqu'un d'énervé, tu vois. Et je trouve que j'étais pas préparé, du coup, je savais pas si j'étais prêt à lire l'œuvre de quelqu'un qui allait cracher son énervement sur les pages pendant je sais pas combien de pages, mais une Mais vingtaine. c'est intéressant parce que j'ai aussi eu ce ressentiment en disant est-ce que je suis prêt, est-ce que c'est le bon moment. En fait, la vérité, c'est que je pense que tu n'es jamais prêt. Ouais. Et c'est ça qui est fort. Il y a une part de la douleur de vivre quand on a vécu des choses terribles, mais il y a aussi une fureur de vivre. Il y a un cri extrêmement primaire. Justement, il y a beaucoup de personnages qui sont sur des pulsions, mais pour moi, il y a vraiment ce côté, c'est l'humanité qui vit malgré tout. Je précise un truc, c'est qu'ils ont justement des mots écrits sur leur visage. Enfin, c'est quand tu dis il y a un côté très primaire, je trouve que c'est accentué par ça. Tu sais, il y a les émotions qui sont écrites sur leur tronche, leur visage complètement déformé, etc. C'est un Mad Max ou Bad Trip, en fait. Visuellement, Et d'ailleurs, voilà. c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il est... Moi, il y a certaines pages qui, pour moi, sont pas dessinées dans un état premier, tu vois. Je pense qu'il y a des pages qui sont complètement délirantes, qui ont l'air d'être des espèces de retranscriptions de délire. Mais alors, peut-être que... De ressenti, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que à la fois ton esprit cartésien, il essaye de structurer ça. Les personnages se retrouvent devant des bâtiments où tu essayes de comprendre, tu dis quelle est la part d'architecture, quelle est la part de fantasme, est-ce que c'est face à une grande créature, est-ce que c'est face à un bâtiment. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'en fait, vous savez, il y a ce petit truc qu'on a tous fait, peut-être de griffonner sur un coin de page, et on va faire un trait, puis un autre, et puis on va continuer. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il a
vraiment explorer en disant je pars, je me laisse expérimenter et je me laisse guider par une zone inconsciente qui est au moment où il dessine et où il écrit ça, est extrêmement troublée. Et donc il y a cette fureur et ces images qui sont parfois en double page et parfois qui sont plus découpées, mais qui, paradoxalement, pour être extrêmement fouillis, en fait, il y a quelque chose de très organique. Et finalement, même si c'est des architectures démentes, il y a quelque chose de complètement fascinant. C'est comme regarder une flamme d'un feu. En fait, on a du mal à s'en détacher le regard. On se dit, il y a beaucoup de détails. On essaye de comprendre. Parfois, on va lire une case et on va voir que l'ombre de la case est elle-même une silhouette qui elle-même se met dans autre chose. Et ce vertige-là, il est à la fois, ce que je trouve bien, diégétique et extra-diégétique, dans le sens où les personnages, clairement, ils sont tous shootés, ils sont tous dans autre chose, et c'est dans une débauche de pulsion primaire. Pour moi, le talent qu'a eu Drouillet là-dessus, c'est qu'en fait, il a réussi à nous pondre une œuvre qui est extrêmement personnelle, mais qui, du coup, a été faite tellement avec l'instinct que j'ai l'impression qu'elle est assez universelle. Elle pourrait parler à beaucoup de monde. Alors, on peut en être rejeté, en dire ouais, les dessins sont un petit peu bizarres, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui a été dessiné à chaque fois. À aucun moment, j'ai senti une seule case, une seule BD, une seule page. On m'a dit là, c'était la case qu'il y avait entre le point A et le point B. Bref, Eh une œuvre bien, intéressante. ah oui, une œuvre. N'offrez pas la nuit à Noël, par contre. Non, Voilà, sauf restez à votre ami sur... misanthrope pour le conforter Voilà. dans ses certitudes. Voilà, ça, c'est ça. ça, vous avez Restez- pas de- Ulysse et Cyrano est un choix bien plus sûr.